Chapitre 3. Le bien des pauvres. Il faut savoir que le curé de Verrières, vieillard de 80 ans, mais qui devait à l'air vif de ces montagnes une santé et un caractère de fer, avait le droit de visiter à toute heure la prison, l'hôpital et même le dépôt de mendicité. C'était précisément à 6 heures du matin que M. Appert, qui de Paris était recommandé au curé, avait eu la sagesse d'arriver dans une petite ville curieuse. Aussitôt, il était allé au presbytère. En lisant la lettre que lui écrivait M. le marquis de La Mole, pair de France et le plus riche propriétaire de la province, le curé Chélan resta pensif. « Je suis vieux et aimé ici, se dit-il enfin à mi-voix. Il n'oserait. » Se tournant tout de suite vers le monsieur de Paris, avec des yeux où, malgré le grand âge, brillait ce feu sacré qui annonce le plaisir de faire une belle action un peu dangereuse. « Venez avec moi, monsieur, et en présence du geôlier et surtout des surveillants du dépôt de mendicité, veillez n'émettre aucune opinion sur les choses que nous verrons. » Monsieur Appert comprit qu'il avait affaire à un homme de cœur. Il suivit le vénérable curé, visita la prison, l'hospice, le dépôt, fit beaucoup de questions et, malgré d'étranges réponses, ne se permit pas la moindre marque de blâme. Cette visite dura plusieurs heures. Le curé invita à dîner M. Appert qui prétendit avoir des lettres à écrire. Il ne voulait pas compromettre davantage son généreux compagnon. Vers les 3 heures, ces messieurs allèrent achever l'inspection du dépôt de mendicité et revinrent ensuite à la prison. Là, ils trouvèrent sur la porte le geôlier, espèce de géant de 6 pieds de haut et à jambes arquées. Sa figure ignoble était devenue hideuse par l'effet de la terreur. « Ah, monsieur, dit-il au curé dès qu'il l'aperçut, ce monsieur que je vois là avec nous, n'est-il pas monsieur Appert ? Qu'importe, dit le curé. C'est que depuis hier, j'ai l'ordre le plus précis et que monsieur le préfet a envoyé par un gendarme qui a dû galoper toute la nuit de ne pas admettre monsieur Appert dans la prison. Je vous déclare, monsieur Noiroud, dit le curé, que ce voyageur qui est avec moi est monsieur Appert. Reconnaissez-vous que j'ai le droit d'entrer dans la prison à toute heure du jour et de la nuit, et en me faisant accompagner par qui je veux ? Oui, monsieur le curé, dit le geôlier à voix basse et baissant la tête comme un bouledogue que fait obéir à regret la crainte du bâton. Seulement, monsieur le curé, j'ai femme et enfants. Si je suis dénoncé, on me destituera. Je n'ai pour vivre que ma place. Je serais aussi bien fâché de perdre la mienne, reprit le bon curé d'une voix de plus en plus émue. Quelle différence, reprit vivement le geôlier. Vous, monsieur le curé, on sait que vous avez 800 livres de rente, du bon bien au soleil. Tels sont les faits qui, commentés, exagérés de 20 façons différentes, agitaient depuis 2 jours toutes les passions haineuses de la petite ville de Verrières. Dans ce moment, il servait de texte à la petite discussion que M. de Rênal avait avec sa femme. Le matin, suivi de M. Valenod, directeur du dépôt de mendicité, il était allé chez le curé pour lui témoigner le plus vif mécontentement. M. Chélan n'était protégé par personne. Il sentit toute la portée de leurs paroles. « Eh bien, messieurs, je serai le 3e curé de 80 ans d'âge que l'on destituera dans ce voisinage. Il y a 56 ans que je suis ici. J'ai baptisé presque tous les habitants de la ville, qui n'étaient qu'un bourg quand j'y arrivais. Je marie tous les jours des jeunes gens dont jadis j'ai marié les grands-pères. Verrières est ma famille, mais je me suis dit, en voyant l'étranger, cet homme venu de Paris peut être à la vérité un libéral. Il n'y en a que trop, mais quel mal peut-il faire à nos pauvres et à nos prisonniers ?» Les reproches de M. de Rênal et surtout ceux de M. Valenod, le directeur du dépôt de mendicité, devenant de plus en plus vifs. « Eh bien, messieurs, faites-moi destituer, s'était écrié le vieux curé d'une voix tremblante. Je n'en habiterai pas moins le pays. On sait qu'il y a 48 ans, j'ai hérité d'un champ qui rapporte 800 livres. Je vivrai avec ce revenu. Je ne fais point d'économie dans ma place, moi, monsieur, et c'est peut-être pourquoi je ne suis pas si effrayé quand on parle de me la faire perdre. » Monsieur de Rênal vivait fort bien avec sa femme, mais ne sachant que répondre à cette idée qu'elle lui répétait timidement, « Quel mal ce monsieur de Paris peut-il faire aux prisonniers ?» Il était sur le point de se fâcher tout à fait, quand elle jeta un cri. Le second de ses fils venait de monter sur le parapet du mur de la terrasse, et y courait, quoique ce mur fût élevé de plus de 20 pieds, sur la vigne qui est de l'autre côté. La crainte d'effrayer son fils et de le faire tomber empêchait madame de Rênal de lui adresser la parole. Enfin, l'enfant qui riait de sa prouesse, ayant regardé sa mère, vit sa pâleur, sauta sur la promenade et accourut à elle. Il fut bien grondé.
Ce petit événement changea le cours de la conversation. « Je veux absolument prendre chez moi Sorel, le fils du scieur de planches, dit M. de Rênal. Il surveillera les enfants qui commencent à devenir trop diables pour nous. C'est un jeune prêtre ou autant vaut bon latiniste et qui fera faire des progrès aux enfants, car il a un caractère ferme, dit le curé. Je lui donnerai 300 francs et la nourriture. J'avais quelques doutes sur sa moralité, car il était le benjamin de ce vieux chirurgien, membre de la Légion d'honneur, qui, sous prétexte qu'il était leur cousin, était venu se mettre en pension chez les Sorel. Cet homme pouvait fort bien être, au fond, qu'un agent secret des libéraux. Il disait que l'air de nos montagnes faisait du bien à son asthme, mais c'est ce qui n'est pas prouvé. Il avait fait toutes les campagnes de Buonaparte en Italie, et même avait, dit-on, signé nom pour l'Empire dans le temps. Ce libéral montrait le latin au fils Sorel et lui a laissé cette quantité de livres qu'il avait apportés avec lui. Aussi n'aurais-je jamais songé à mettre le fils du charpentier auprès de nos enfants. Mais le curé, justement, la veille de la scène qui vient de nous brouiller, à jamais, m'a dit que ce Sorel étudie la théologie depuis 3 ans, avec le projet d'entrer au séminaire. Il n'est donc pas libéral et il est latiniste. Cet arrangement convient de plus d'une façon, continua M. de Rênal, en regardant sa femme d'un air diplomate. Le Valenod est tout fier des 2 beaux Normands qu'il vient d'acheter pour sa calèche, mais il n'a pas de précepteur pour ses enfants. Il pourrait bien nous enlever celui-ci. Tu approuves donc mon projet, dit M. de Rênal, remerciant sa femme par un sourire de l'excellente idée qu'elle venait d'avoir. Allons, voilà qui est décidé. Ah bon Dieu, mon cher ami, comme tu prends vite un parti. C'est que j'ai du caractère, moi, et le curé l'a bien vu. Ne dissimulons rien, nous sommes environnés de libéraux ici. Tous ces marchands de toile me portent envie, j'en ai la certitude. 2 ou 3 deviennent des richards, eh bien, j'aime assez qu'ils voient passer les enfants de M. de Rênal allant à la promenade sous la conduite de leur précepteur. Cela imposera. Mon grand-père nous racontait souvent que dans sa jeunesse, il avait eu un précepteur. C'est 100 écus qu'il m'en pourra coûter, mais ceci doit être classé comme une dépense nécessaire pour soutenir notre rang. Cette résolution subite laissa Madame de Rênal toute pensive. C'était une femme grande, bien faite, qui avait été la beauté du pays, comme on dit dans ces montagnes. Elle avait un certain air de simplicité et de la jeunesse dans la démarche. Aux yeux d'un Parisien, cette grâce naïve, pleine d'innocence et de vivacité, serait même allée jusqu'à rappeler des idées de douce volupté. Si elle eût appris ce genre de succès, Madame de Rênal en eût été bien honteuse. Ni la coquetterie, ni l'affectation n'avaient jamais approché de ce cœur. M. Valenod, le riche directeur du dépôt, passait pour lui avoir fait la cour, mais sans succès, ce qui avait jeté un éclat singulier sur sa vertu. Car ce M. Valenod, grand jeune homme, taillé en force, avec un visage coloré et de gros favoris noirs, était un de ces êtres grossiers, effrontés et bruyants qu'en province on appelle de beaux hommes. Madame de Rênal, fort timide et d'un caractère en apparence fort inégal, était surtout choquée du mouvement continuel et des éclats de voix de M. Valenod. L'éloignement qu'elle avait pour ce qu'à Verrières on appelle de la joie lui avait valu la réputation d'être très fière de sa naissance. Elle n'y songeait pas, mais avait été fort contente de voir les habitants de la ville venir moins chez elle. Nous ne dissimulerons pas qu'elle passait pour sotte aux yeux de leurs dames, parce que, sans nulle politique à l'égard de son mari, elle laissait échapper les plus belles occasions de se faire acheter de beaux chapeaux de Paris ou de Besançon. Pourvu qu'on la laissât seule errer dans son bon jardin, elle ne se plaignait jamais. C'était une âme naïve qui jamais ne s'était élevée même jusqu'à juger son mari et à s'avouer qu'il l'ennuyait. Elle supposait sans se le dire qu'entre mari et femme il n'y avait pas de plus douce relation. Elle aimait surtout M. de Rênal quand il lui parlait de ses projets sur leurs enfants, dont il destinait l'un à l'épée, le second à la magistrature et le troisième à l'église. En somme, elle trouvait M. de Rênal beaucoup moins ennuyeux que tous les hommes de sa connaissance. Ce jugement conjugal était raisonnable. Le maire de Verrières devait une réputation d'esprit et surtout de bon ton à une demi-douzaine de plaisanteries dont il avait hérité d'un oncle. Le vieux capitaine de Rênal servait avant la Révolution dans le régiment d'infanterie de M. le duc d'Orléans et quand il allait à Paris, était admis dans les salons du prince. Il y avait vu Madame de Montesson, la fameuse Madame de Genlis, M. Ducret, l'inventeur du palais royal.
ces personnages ne reparaissaient que trop souvent dans les anecdotes de M. de Rênal. Mais peu à peu, se souvenir de choses aussi délicates à raconter était devenu un travail pour lui, et depuis quelque temps, il ne répétait que dans les grandes occasions ces anecdotes relatives à la maison d'Orléans. Comme il était d'ailleurs fort poli, excepté lorsqu'on parlait d'argent, il passait avec raison pour le personnage le plus aristocratique de Verrières.